Le 26 mars, c'est une journée de souvenir pour tous les Maliens. Le 26 mars, ça nous rappelle la jeunesse. Le 26 mars, ça nous rappelle les femmes, et même les moins jeunes aussi. Ensemble, nous nous sommes tous mis sur un point commun. Nous avons tous appelé à une liberté d'expression. Nous avons tous demandé que plus jamais ça au Mali. Le régime dictatorial qui a duré 23 ans, nous avons dit qu'il est temps que les Maliens eux-mêmes prennent des responsabilités en main. Et c'est ensemble que nous avons renversé le régime de Moussa Traoré. La commémoration du 26 mars nous offre l'occasion aujourd'hui de dire que le 26 mars, c'est d'abord un jour de souvenir. Un jour de souvenir pour la mémoire des martyrs. Et si je dis martyrs, il s'agit des martyrs de tout le temps. Pas seulement du 26 mars 1991. Parce qu'avant, il y a eu aussi d'autres martyrs qui se sont battus pour la démocratie. Je m'appelle Annetta Konaté, je suis une victime de la répression du 26 mars 1991. Donc je suis là avec d'autres camarades qui sont aussi des victimes de la répression. Il y a Fatoumata Kone, il y a Fatoumata Makasta, il y a Ablaye Keita, il y a Bako Touré qui est actuellement au Mali, il y a aussi Ablaye Ba qui est actuellement au Mali aussi. Et Ousniame Barayogo qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, les camarades sont là. Ils sont venus pour le cadre qui ont été des évacués sanitaires pour les soins. Donc là, nous sommes là parce que on est dessus parce que aujourd'hui c'est la commémoration du 26 mars. Nous, en tant que victimes de la répression du 26 mars 1991, nous sommes venus nous mêler à la danse malgré que personne des partis politiques n'a pensé à nous inviter. Sachant que ce n'est pas la première commémoration. Vous savez, nous nous faisons plus d'illusions, car nous sommes rendus compte depuis longtemps que nous avons été que des pions pour aboutir à la chute du régime dictatorial de Moussa. Nous souhaiterions quand même que dorénavant, ils tiennent compte de notre existence. On vous remercie. Les partis politiques, les cadres d'échange des partis politiques vous présentent toutes les excuses. Et plus jamais ça, il y aura des erreurs comme ça. Vous serez invités à toutes les manifestations concernant les 26 mars et même d'autres encore. Je suis le directeur du Festival Africolor. Ça fait maintenant 27 ans qu'on a ce lien charnel, familial avec le Mali. On a suivi évidemment toute l'actualité, tout ce qui s'est passé en 2012. Certains des artistes, certains des collaborateurs de Africolor étaient là, étaient sur le pont des Martyrs le 26 mars. Et pour nous, tout ce qui se passe, évidemment, toutes ces années, 2012, 2013, 2015 maintenant, est très très important pour le festival. Et vous dire que s'il y a une chose qui s'exporte dans le monde entier et qui fait que le Mali est grand dans le monde entier, c'est sa culture, sa musique, ses artistes, et que ça, évidemment, c'est quelque chose que personne, rien n'enlèvera au Mali. Et nous, on est très très contents que les choses reprennent de ce point de vue-là depuis l'élection. Et voilà, vous dire en tout cas qu'on sera toujours à vos côtés. Tout ce qu'on va faire dans cette salle est d'abord politique. L'échec d'une démocratie, l'échec d'une action publique est d'abord politique. Je n'ai pas dit politicien, j'ai dit politique. Si dans une société, nous avons des hommes politiques valables, la société en question s'en sort. Mais si dans une société, nous avons que des politiciens, alors on peut s'attendre à un certain nombre de choses, comme beaucoup d'insuffisances que nous constatons aujourd'hui. Avant mars 1991, au Mali, le contexte politique malien était atrophié. Comme hier, le Mouroua Bissi, Kadji, voilà. Le contexte politique malien était réduit à un parti unique, à une organisation de jeunesse unique, à une organisation de femmes unique.
et à un syndicat unique qui était affilié à l'État. La société civile était quasi inexistante. Il n'y avait pas d'associations multiples comme on en connaît aujourd'hui. Les ONG, on en voyait à peine. Dans ce contexte-là, les forces vives ont été amenuisées, ont été réduites à néant presque. Les hommes et les femmes ont imaginé des stratégies pour pouvoir ouvrir la fenêtre, pour faire voler cette chape de plomb qu'il y avait sur le pays. Ces hommes et ces femmes se sont regroupés en associations politiques, en clubs de soutien et en autres structures. Et ce sont cette forme moderne d'organisation, ce sont ces formes modernes d'organisation qui ont permis l'avènement de la démocratie au Mali. J'ai entendu avant de monter sur cette tribune que c'est grâce à la jeunesse, c'est surtout la jeunesse qui a permis l'avènement de la démocratie. Je la salue, cette jeunesse. Je la connais. Je suis sensible à ces difficultés. Les victimes qui viennent de passer ici, nous les connaissons tous, certains d'entre nous militants pour les causes justes en France, parce que nous les avons accueillis quand ils sont arrivés. Mais ce n'est pas seulement la jeunesse. Dans un papier que j'ai écrit la semaine dernière, j'ai expliqué que la semaine de la mort de Cabral, le pouvoir était dans la rue. C'était 10 ans avant 1991. Le 17 mars 1980, le pouvoir de Bamako était dans la rue. Il suffisait de se baisser pour le ramasser, puisque après la mort de Cabral, l'émotion était tellement forte, tellement grande dans le pays, que personne ne répondait, ou presque, au nom du Mali. Tout était possible. Coup d'État, révolution, prise de pouvoir, tout était possible. Mais qu'est-ce qui a manqué cette année-là? C'est justement cette forme d'organisation moderne. Ces forces qui étaient regroupées au sein du CERID, au sein de l'ADEMA, au sein de l'ADI, au sein de l'AEM, au sein de l'INTM même, ce sont ces forces qui ont manqué 10 ans avant. Ça veut dire que pour faire un changement de fond dans un pays, il faut la convergence de beaucoup d'énergie et de beaucoup de force. Donc, disons, en mars 1991, il y a eu une réelle convergence des efforts des uns et des autres, aussi bien pour ceux qui se sont battus 10 années à 20 ans avant, depuis le coup d'État de 1968, que les nouvelles forces qui se sont organisées, que sont l'AM et d'autres. Cette convergence-là est la clé de voûte de tout. En mars 1991, quand la révolution advenait, le pays était atrophié, je disais, aussi bien sur le plan social, économique, politique et sécuritaire. Sur le plan politique, je viens de dire qu'il y avait la pensée unique, comme l'a dit Nimetina Dambélé. Sur le plan économique, l'économie était très très faible. La production nationale était très très faible. Avant mars 1991, on gérait les bribes, le restant des entreprises d'État créées après l'indépendance. On gérait des unités de production vétustes. En 1991, on était en plein démantèlement du minimum qui existait. En 1991, le programme d'ajustement structurel avait déjà commencé à être mis en œuvre. Les retraites anticipées, les compressions et autres étaient là. En 1991, sur le plan économique, il faut savoir que le Mali avait renoncé au franc CFA, il était déjà entré dans le franc, il avait renoncé au franc malien et avait adopté le franc CFA depuis 1980, dans les années 80. 84. Non. 84. Le Mali a entré dans la zone CFA en 84. La dévaluation a eu lieu en 93. Voilà, mais en 84 déjà le Mali a renoncé, même avant 84, le Mali a renoncé au franc malien pour aller dans la zone CFA. Je me rappelle pas exactement de la date. C'est pour dire tout simplement que sur le plan économique, nous étions un pays excessivement faible. Un niveau de production très bas, pas d'outils de production presque. Tout le monde était orienté vers l'État. Les entreprises qui n'en existaient presque quasiment pas. Le secteur privé était insignifiant. Du coup, nous avions une économie qui ne pouvait pas produire de l'activité, donc on n'embauchait pas. Le chômage était à son comble. Avant 1991, le concours d'entrée dans la fonction publique a été instauré. Il fallait passer le concours pour entrer dans la fonction publique. Et déjà, avant 1991, on a commencé le magouille autour de cette entrée dans la fonction publique.
ce n'est pas pendant la démocratie que les magouilles dans la fonction publique ont commencé, c'est bien avant. Sur le plan économique, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire. Sur le plan social, la famille malienne avait explosé. Moi, j'ai l'habitude de dire que, après le coup d'État de 1968, la sécheresse qui a suivi en 1970 a créé des difficultés importantes dans les familles. Et les chefs de famille ont perdu le contrôle de la situation. Les chefs de famille n'étaient plus capables d'imposer leur autorité dans la famille, puisqu'ils n'arrivaient pas à faire face au minimum dans ces familles-là. Après la sécheresse de 1970, les gens qui avaient un peu de moyens pouvaient entrer dans les familles les plus difficiles, les plus rigoureuses, pour aller chercher les filles, pour aller se promener. Le matin, le chef de famille se réveille, il trouve de l'argent sur ce verre, déposé par sa fille. On ne sait pas d'où est-ce qu'elle avait trouvé ça. Donc, l'autorité famille a explosé, a implosé. Lorsque l'autorité familiale explose, c'est la société qui implose avec. Donc, le point de départ de ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas Mars 91, ce n'est pas la démocratie, non. C'est le fait que les familles aient disparu. Les gens ont commencé à se chercher. Dans certaines localités, dans les villages, l'exode rural a commencé massivement à ce moment-là. Avant 1991, l'enseignant n'avait aucune valeur. Et ça continue aujourd'hui. Avant 1991, les enseignants maliens ont émigré en masse au Gabon, en Côte d'Ivoire. L'instituteur qui gagnait 30 à 40 000 francs CFA au Mali gagnait 150 000, 200 000 francs. Rien qu'à Boaké. Traverser la frontière, il est bon. Il a 150 000, 200 000 francs par mois. Payé à temps. Avant 1991, mes chers compatriotes, c'est aussi des salaires qui étaient payés 6 mois, 7 mois en retard. À tel point que le président disait que si les gens arrivent à vivre, c'est qu'ils ont des solutions. Non, la solution, ce n'était pas autre chose. C'est ce qui aujourd'hui nous mine et qui empêche tout. La solution, c'était la corruption et la malversation. La malversation, la corruption. Les conflits d'intérêts. Les gens ont commencé à transformer le bien public en bien personnel. C'était avant 1991 déjà. La société était déjà en gangrène. Lorsqu'en 1991, la révolution a éclaté, l'espoir de voir disparaître autant d'injustice et d'insuffisance a motivé, mobilisé tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 1992, ceux qui sont arrivés au pouvoir par la voie des urnes sont arrivés handicapés déjà. Premier handicap, des élections mal organisées. Nous n'avions pas l'habitude d'organiser des élections pluralistes, démocratiques. Et l'administration qui était en charge de cette organisation-là n'a pas fait autre chose que de répéter ce qu'elle sait faire sur le parti unique. Le deuxième handicap, c'était que, une fois le pouvoir en main, il fallait des hommes et des femmes capables de gérer le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait du réchauffé. Appel aux mêmes fonctionnaires, aux mêmes caciques, aux mêmes corrompus du système passé pour diriger, pour impulser le changement. Je vous laisse le soin de deviner ce qui s'est passé. Donc, arrivé déjà au pouvoir, le mouvement démocratique avait ces difficultés-là. Nous avons pensé à tout à l'époque, sauf comment gérer le pays. Se préparer pour gérer le pays. Les rares parmi nous qui avaient un peu d'expérience ont été des Césars des trésors. Et ces rares-là ont commencé à refuser de travailler ensemble. On commence à assister donc à la multiplication des partis politiques, pour ne pas dire des chapelles. Certains partis se sont éclatés en 4, 5, 6 morceaux. Pourtant, dans un pays comme le Mali, petit pays, en termes de population, même en termes de capacité économique, comment se fait-il que nous avons autant de partis politiques? Ce n'est pas une richesse. Comme je l'ai dit ici, plusieurs associations, c'est le symbole même de la division, du malentendu, de l'insuffisance de cohésion dans une société. Plusieurs partis politiques, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la liberté. C'est parce que personne ne veut croire en l'autre. Personne ne peut faire confiance à l'autre. Donc, depuis 1992, il y a un manque de confiance grave qui s'est installé parmi les forces vives. Et à partir de 1992, on peut dire que ce pluralisme-là est là, beaucoup de partis politiques, beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG. Mais ce que je tiens à dire, le chaos du système est intimement lié à cette multiplicité d'organisations, à l'incapacité, au problème grave de ces organisations, c'est-à-dire leur incapacité à produire
et quantitativement et qualitativement de la réflexion, de l'analyse pour prendre les affaires en main. Il y a des connivences partout. Les ONG sont affiliées à des mouvements politiques, les partis politiques sont infiltrés dans les entreprises économiques, des hommes politiques ont des affaires qui tournent partout, à Dubaï, à Paris et autres. Il y a, la gangrène est installée dans toutes ces organisations que nous avons vues modernes, malheureusement. La société civile malienne aujourd'hui, les partis politiques maliens et d'autres structures maliennes sont dans un système de clientélisme qui ne dit pas son nom. Ça, c'est un gros problème. Donc le pluralisme là, une des grandes insuffisances, c'est aussi celle-là. Une des grandes insuffisances, c'est ce que j'ai entendu au début de cette conférence, de cet après-midi. Le 26 mars, c'est commémoration, nous sommes tous des Maliens, il ne faut pas qu'on truc des partisans, il ne faut pas critiquer les gens, etc. Non, non, les moussolas, là, ça ne peut pas faire avancer. Disons-nous la vérité. La vérité, c'est ça. C'est que lorsqu'on se retrouve, au lieu de parler vrai entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On se caresse dans le sens du poil. Et puis, en meuglant on s'en va. Et on se plaint que le pays va mal. Il faut dire la vérité à celui que tu aimes. Il faut dire la vérité à celui que tu aimes. Surtout pour le pays, le Mali, il faut dire la vérité. On risque de perdre son poste, son emploi. On risque de ne pas pouvoir entrer dans un gouvernement. On risque d'être considéré comme un apatride, comme beaucoup de gens le disent aujourd'hui sans même réfléchir. Cette vérité aujourd'hui, c'est que les organisations en charge de conduire le pays, et chacun dans son rôle, dans ses prérogatives, sont dans un conflit énorme aujourd'hui. Conflit d'intérêts, il y a une explication considérable entre ces organisations-là. Là où la société civile doit titiller les partis politiques, elle organise des conférences, des débats pour applaudir ces mêmes partis politiques. Et de plus en plus gravement, je connais une ONG qui a brassé des milliards pendant les élections de 2013. Pour un parti, pour un groupe. Avec ça, où est-ce que vous voulez qu'on aille? Sur le plan économique, on peut dire que la production s'est beaucoup améliorée, puisqu'il y a eu beaucoup de pôles de production. L'État, les différents gouvernements qui se sont succédés ont eu le courage de lancer des chantiers vastes, des chantiers importants. Des chantiers de routes, des chantiers de ponts, des chantiers de barrages, de l'électricité. Toutes choses qui, dans un pays, impulsent vraiment une véritable dynamique dans l'économie. Mais il se trouve que derrière, l'État, se retirant des secteurs essentiels de l'économie, même des stratégies de l'économie, laisse la place à des sociétés privées. Et là où il y a une valeur ajoutée forte, téléphonie, énergie, aujourd'hui, l'État ne tire pas son épingle du jeu. C'est les privés, c'est l'extérieur qui vient ramasser ici. C'est les mines, c'est l'extérieur qui vient ramasser ici. Là où il y a très peu de valeur ajoutée, c'est-à-dire le service et autres, vous avez une panoplie de sociétés qui existent aujourd'hui. Il y a des sociétés de services dans tout au Mali. Et ce qui est grave, ces sociétés sont la propriété de hauts fonctionnaires. Le vérificateur qui était le premier vérificateur a mis le doigt sur un trafic considérable du pétrole, dans le domaine du pétrole. Il est allé jusqu'à Lomé pour rechercher les camions qui transportaient ce pétrole. Les camions appartenaient à des fonctionnaires. Quand ces camions arrivent à Bamako, ils paient complètement les taxes. Donc les recettes fiscales étaient plombées. Ça veut dire tout simplement que lorsque des entreprises existent, on voit plein d'entreprises, il ne faut pas se fier. Elles existent à des hauts fonctionnaires de l'État et qui utilisent leur position pour ne jamais faire des ristournes à l'État des minimums fiscaux. Le plus grave, c'est encore que les pays ne produisant pas, mais au Mali, c'est du Dubaï, c'est de Hong Kong, de Taïwan, de la pacotille qu'on vend partout. Même ce qui est produit au Mali, on ne voit pas ça. On consomme extérieur, on consomme importé. Le Mali n'a pas un minimum. C'est-à-dire qu'aucun gouvernement malien n'a eu le courage d'imposer un minimum aux produits, à la production nationale, aux productions locales. Donc tout ce qui est consommé, 90% de ce qui est consommé au pays vient de l'extérieur. Et on n'arrive pas à faire la promotion de notre propre production. Quand il y a des manifestations, de temps en temps aujourd'hui, on entend des ministres ou certains chefs de gouvernement exiger que ce soit du dablini, du djinibéré, des boissons locales. C'est très bien, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Donc pour dire tout simplement que sur le plan économique, si
on a une amplification aujourd'hui de la masse monétaire, le budget, vous pouvez vous rendre compte, entre 91 et maintenant, il a été démultiplié. Ça veut dire que la production et la consommation atteignent un certain niveau. Cela ne se ressent pas sur la vie des populations. Ça me fait parler donc du social après mars 91. Le social après mars 91 n'est pas très différent du social avant mars 91. Parce que tout simplement, les familles continuent à manquer du minimum. Aujourd'hui, il y a plusieurs familles maliennes qui ne mangent pas à leur faim. 3 repas par jour est devenu un souvenir au Mali. Dans certaines localités, à Bamako, pas loin de Bamako, les gens manquent du minimum l'eau. Ils manquent de l'eau à boire. Sur le plan social, les familles ont continué à être exposées. Il n'y a plus de familles. Sur le plan social, on n'assiste plus à beaucoup d'activités sur de solidarité. On fait appel à la famille seulement quand on a besoin de ça pour entendre cette question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que de 91 à maintenant, quels que soient les gouvernements, nous avons manqué de quelque chose. On a manqué d'un travail de fond sur le terrain, un travail d'impact de ce que nous faisons sur les populations. Que ce soit avant 91 ou après 91, il y a une épine, il y a un caillou dans la chaussure du Mali, c'est la question sécuritaire. Nous avons hérité en 91 d'une rébellion. Et aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, la même rébellion est venue beaucoup plus renforcée, plus forte, et ses exigences sont de plus en plus grandes. Et le pire pour nous, en 2015, c'est que nous n'avons plus de force armée de sécurité. L'implosion de tout cela est le fait que tout simplement, pendant plusieurs années, 20 années, ces questions n'ont pas été au centre des préoccupations des uns et des autres. Après mars 92, c'est ça aussi la réalité de ce pays. Alors pour compléter tout ça, nous avons connu un coup d'État loufoque qui est venu au moment où on était le plus mal en point, qui est venu tout brasser, tout mélanger, tout saccager, et on ne sait même plus où aller. Cela dit, par rapport à ça, j'ai envie de dire un discours contraire à ce que j'entends souvent. L'administration malienne a bien réagi même pendant ces crises-là. C'est-à-dire que les dossiers ont pu toujours être montés. Un minimum a existé, même le lendemain du coup d'État, l'administration a continué à faire son activité. De qualité ou de pas de qualité, ça c'est notre débat. Pour terminer, je dirais tout simplement que mes chers compatriotes, adhérez massivement à la politique. Allez-y dans les partis politiques. Les associations, c'est bien. Mais si vous ne faites pas de politique, le pays ne peut pas être redressé. Ceux qui adhèrent à la politique, je leur demande d'aller se former, d'apprendre. La politique aussi, ce n'est pas une affaire d'improvisation. Ce n'est pas un ascenseur social. Ce n'est pas un outil de promotion personnelle. La politique, c'est un travail de fond considérable. Aujourd'hui, la question qui nous est posée est une question politique, la question sécuritaire en question. Nous sommes en train de parler d'un accord paraphé qui a été signé à Alger. Mais par rapport à cet accord, nous savons déjà qu'il y a un dialogue de sourds avec l'autre partie. Ce dialogue de sourds, c'est tout simplement... D'emblée, je te vois, mais tu me laisses 30 secondes. 30 secondes. Par rapport à cet accord, le problème, c'est pas est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour le Mali. C'est que tout simplement, ceux qui sont autour de la table concernant cet accord ne sont pas d'accord avec, même ceux qui nous avons paraphé, même si nous pensons que c'est bien. Ceux qui ont signé cet accord, ceux qui ont refusé cet accord aujourd'hui, ils vont plus loin. Ils veulent une nation. J'ai un document qu'ils ont transmis à la médiation qui allait à Kidal, dans lequel la première phrase c'est reconnaissance de l'Azawad comme une entité géographique, sociale et culturelle. C'est la définition de la nation. La nation, c'est entité géographique, sociale et culturelle. Là-dedans, ils disent qu'il faut que pendant 20 ans, les Maliens rattrapent le retard depuis 1962. Dans le même document, ils disent que la sécurité dans la région nord, maintenant, c'est eux. C'est eux qui vont donner la liste des personnes qui vont être intégrées. C'est eux qui vont leur donner les grades qu'ils méritent. C'est eux qui vont décider de tout ça par rapport à la région. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un dialogue de sourds sur ces accords aujourd'hui. Que ce soit qu'on soit pour ou qu'on soit contre aujourd'hui, ce dialogue de sourds, il va falloir le dépasser et le débloquer. Comment? Moi je pense et nous pensons que la meilleure façon c'est d'abord que nous, démocrates, républicains, maliens, qui sommes convaincus que le Mali est un et indivisible, on se mette d'accord sur une pratique, une démarche. Ce genre de choses ne peut pas s'obtenir lorsque déjà, soi-même, on est faible.
On ne peut pas obtenir quoi que ce soit de ceux qui font de la surenchère en face si nous-mêmes nous ne sommes pas d'accord entre nous. Et pour être d'accord entre nous, on peut dire ce qu'on veut, majorité comme opposition, il n'y en a pas un qui tout seul va arriver à trouver une solution. Le 26 mars 1991, l'espoir des Maliens, c'était le bien-être social, économique et culturel. Les enfants bien éduqués, une santé de fer. Le 26 mars 2015, nous sommes loin du compte encore par rapport à ces données-là. Et la solution est dans le travail, le travail, le travail. Il faut que nous ayons une masse critique de personnes capables de réfléchir, de travailler et de proposer des solutions suffisamment ouvertes, suffisamment intelligentes pour accepter ce qui n'est pas d'eux, ce qui vient d'ailleurs, pour ne pas avoir de la suspicion partout. En tout cas, au vu du nombre de personnes qu'il y a là aujourd'hui, qui relayeront certainement tout ce qu'on va se dire ici, nous pouvons garder l'espoir. Merci. Je parle à mon nom, je ne parle pas au nom des autorités. Je voulais d'abord dans un premier temps insister sur ça. Je suis un citoyen, j'estime qu'il est de mon devoir, dans la mesure du possible et de mes compétences, de parler des sujets d'intérêt national. Donc rien de ce que je dis ici n'engage les autorités maliennes. Il y a des autorités actuellement, il y a un gouvernement qui sont en train de mener la politique nationale. Je donne juste quelques opinions ayant été à un moment déterminé aux responsabilités, ayant conduit une bonne partie du processus qui a débouché aux accords de paix. Ces accords, comme vous devez sans doute le savoir, viennent terminer un processus, nous l'espérons, qui est long de 9 mois de discussion entre d'une partie du gouvernement, les groupes armés en plusieurs camps, la société civile qui a été associée pour la première fois à la résolution de la crise au Nord. Un processus qui s'est déroulé en Algérie et qui a vu la participation de l'ensemble de la communauté internationale, sous une forme ou une autre. D'abord les voisins immédiats du Mali, ensuite la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et j'en passe. Donc c'est un processus qui implique l'essentiel de la communauté internationale. Et cela a été rendu nécessaire par l'ampleur de la crise et la profondeur des destructions qui ont eu lieu sur notre territoire du fait des crises de 2011 et de 2012. Cette ampleur a dépassé largement celle de 2006, celle de 90, celle de 63 évidemment, et a failli même entraîner le pays au fond de l'abîme. Donc il a fallu essayer, en essayant de régler les aspects sécuritaires, d'insécurité, d'injustice et autres de la crise, aussi traiter les racines profondes pour que dans 10 ans, dans 15 ans, on ne revive pas la même chose. C'est ce qui a expliqué sans doute la durée des discussions, la profondeur des analyses et donc la taille du document qui a été préparé. Le document des accords d'Alger innove en une partie essentielle. C'est que le document, d'abord, avant de traiter du corps de la crise, insiste sur l'état d'esprit que les parties doivent avoir dans son application. Un accord de paix ne peut pas avoir la prétention de régler une crise comme celle que nous vivons. Un accord de paix crée les conditions pour qu'ensemble nous nous donnons la main et que nous réglons cette crise dans le temps. L'accord n'est pas la fin, l'accord c'est le début. Et donc, en tant que tel, l'accord insiste sur l'état d'esprit que les uns et les autres doivent avoir dans son application. Cet état d'esprit transparaît dans le préambule, cet état d'esprit transparaît aussi et surtout dans les parties qui traitent des principes et des fondements de l'accord. C'est essentiellement sur ça que je vais m'appesantir. D'abord, à ce niveau, il est rappelé clairement que le Mali est un et indivisible. Que l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État, la laïcité de la République ne sont pas discutables et ne seront pas discutables. Ça, c'est un élément important qu'il convient de rappeler, parce que quelquefois, quand on écoute les uns et les autres, on a l'impression que cela n'est pas dans l'accord. C'est le premier principe qui est rappelé et qui transparaît partout dans l'accord. Mais il est aussi rappelé, et c'est important, que le Mali est une nation, mais une nation qui est composée de minorités. Nous sommes Maliens, mais nous sommes différents. Et ça, je pense que nous, Maliens, nous devrons le reconnaître. Le Tamashek est différent du Bambara, le Peul est différent du Soraï. Cette diversité est plutôt une richesse. Mais cette diversité, on ne doit pas la gommer ou on ne doit pas tenter de la gommer. On doit la mettre en valeur pour qu'elle soit source d'enrichissement pour notre pays. C'est ce qui fonde
l'accord a demandé une forte décentralisation. Plus de moyens aux collectivités locales, que les populations maliennes et les communautés maliennes aient l'occasion, à travers leurs représentants élus, de pouvoir vivre leur diversité au sein d'une même nation malienne. Ça, c'est un élément majeur. Il est aussi indiqué comme élément fondamental de l'accord que nous devrions rejeter la violence comme moyen d'expression politique. C'est ce qui va permettre de faire en sorte que les futures rébellions, si jamais il y en a, soient qualifiées de crimes dès leur engagement. Que plus jamais un Malien ne prenne des armes contre le Mali pour des motifs politiques ou pour des revendications identitaires. C'est un élément majeur qui est rappelé dans l'accord. Autre élément qui est rappelé, c'est le rejet et la nécessité de la lutte contre la corruption. Que dans un accord de paix, on parle de lutte contre la corruption, ça paraît un peu incongru. Mais dans le cadre de notre pays, vu l'ampleur de la corruption, il a fallu que cela soit aussi rappelé, pour aussi indiquer que ce qui affaiblit le plus l'État, ce qui a rendu l'État malien faible au point qu'il n'a pu supporter des chocs externes, c'est le fait qu'on l'ait vidé de sa substance des années et des années durant, du fait de pratiques comme la corruption et d'autres types de pratiques qui ont été décriées d'ailleurs par Cissé dans sa présentation. Il est aussi rappelé dans l'état d'esprit que nous devons lutter contre le terrorisme, contre le trafic de drogue, parce que nous savons que la rébellion, si elle a pu tenir et si elle a pu avoir autant de vigueur, c'est qu'elle a été entretenue et nourrie par le terrorisme et par le trafic de drogue. Donc que nous sachions qu'à moyen et long terme, les ennemis les plus importants pour notre pays, c'est le terrorisme et c'est le trafic de drogue, et donc nous devrons lutter sérieusement et dans la durée contre le terrorisme et le trafic de drogue. Ces principes sont rappelés en introduction de l'accord pour simplement insister sur le fait que nous tous, c'est-à-dire l'État, les groupes armés, la société civile, que nous devrons nous impliquer dans l'application de l'accord, mais avec l'état d'esprit que nous sommes une même nation, qui ne sera jamais divisée, mais une nation qui est composée de diversité qu'il faut mettre en avant. Quand on parle de décentralisation, ce n'est pas autre chose que de faire en sorte que les communautés puissent vivre leurs particularités de manière à ce qu'il n'y ait plus de problèmes identitaires, que les modes de vie soient préservés, que les systèmes économiques soient préservés, soient renforcés, et que chacun puisse se sentir à l'aise sur son territoire, sur la partie du territoire qu'il occupe, au bénéfice de l'ensemble. Je pense que ce sont des éléments importants sur lesquels on n'insiste pas suffisamment, mais l'accord revient dans le détail sur ces éléments. L'accord a grosso modo 5 parties. Les 4 premières parties traitent des éléments substantiels de la crise, c'est-à-dire les aspects institutionnels et de gouvernance, les aspects sécuritaires et de défense, les aspects de réconciliation nationale et enfin les aspects de développement économique. Et chacun de ces aspects est important. On ne peut pas régler cette crise si on ne fait pas des réformes profondes en termes de gouvernance et des réformes profondes en termes d'organisation institutionnelle. On ne peut pas régler la crise si on ne réforme pas notre système de sécurité nationale, on ne redresse pas nos forces armées de sécurité, on ne fasse pas en sorte qu'ils puissent jouer leur rôle dans les meilleures conditions. On ne réglera pas la crise si on ne réduit pas la fracture sociale du fait des destructions, du fait des viols, des meurtres, du fait d'énormément de distanciation du tissu social. Il faut qu'on puisse résorber tout cela pour que les uns et les autres puissent se sentir à l'aise sur le territoire du Mali que nous espérons. Et enfin, on ne peut pas régler la crise si on ne fait pas en sorte qu'il n'y a pas de véritable développement économique et social. Tant que les jeunes n'auront pas d'emploi, tant que les jeunes seront désœuvrés, il y aura toujours des tentations pour virer vers les extrêmes. C'est pourquoi l'accord traite de fond en comble de ces 4 éléments, considérés comme autant d'éléments indispensables. La dernière partie de l'accord, je vais terminer par là, insiste sur le fait que pour la première fois, il faut que la résolution de la crise se fasse dans un cadre organisé. Avant, la résolution de la crise, c'était des tête-à-tête entre l'État et les groupes armés. Aujourd'hui, il a été instauré un comité de suivi qui va être composé des parties, mais toute la médiation et toute la communauté internationale sera membre de ce comité de suivi. Et ce comité de suivi se réunira une fois par mois à Bamako pour faire le point de qui doit faire quoi et donc de pouvoir identifier les responsabilités d'éventuelles non-applications afin de pouvoir mettre la lumière sur les responsabilités des uns et des autres. Nous nous sommes régulièrement accusés, l'État, les groupes armés, d'avoir pas appliqué le pacte national, les accords de Tamanrasset, les accords d'Alger de 2006.
c'est facile parce qu'il n'y a pas de cadre de suivi, il n'y a jamais eu de cadre de suivi. Et s'il y a eu quelquefois des comités de suivi, ces comités n'ont pas fonctionné comme il faut. Pour une fois, il y a un comité formel qui travaillera sur des bases objectives et qui sera aussi alimenté par un observateur indépendant au niveau international qui sera désigné pour faire en sorte que chacun fait ce qu'il doit faire dans le cadre de l'accord. Dans l'accord, il a aussi rappelé régulièrement le rôle de la société civile malienne. Pour simplement nous rappeler, nous Maliens, que les autres viennent nous aider. Mais si nous ne sommes pas tous impliqués dans toutes nos composantes, l'État, les partis armés, les partis non armés, la société civile, les partis politiques, nous tous, il n'y aura pas d'avancée. Donc mettre l'accent sur le rôle des Maliens qui doivent être au cœur du dispositif. Nous tous, c'est-à-dire les 17 millions de Maliens aujourd'hui et les quelques millions de Maliens de l'extérieur, nous devons tous nous sentir concernés par cet accord. C'est pourquoi chacun doit vraiment l'endosser, le lire et ne pas se contenter des commentaires qu'on en fait. Là aussi, c'est souvent des problèmes qu'on reproche aux uns aux autres. On ne lit pas beaucoup dans notre pays. L'accord a été traduit dans les 12 langues nationales et elle est en train d'être vulgarisée par les autorités nationales au niveau du pays. Donc, de la diaspora, vous avez beaucoup plus d'accès aux technologies d'information. Vous pouvez aussi, je suis sûr que c'est le cas, avoir l'accord, le regarder, le critiquer. Il a des faiblesses, il ne faut pas se voiler la face. Il a des aspects sensibles, il ne faut pas se voiler la face non plus. Mais de manière générale, c'est un document qui nous paraît assez équilibré pour tous ceux qui ont vécu le processus et pour tous ceux qui ont partagé la crise. Mais je pense que les discussions nous permettront d'entrer dans certains détails, de pouvoir développer certains aspects, de revenir sur des caractères, des éléments sensibles qui font objet de débat et donc de pouvoir vous éclairer dans la mesure du possible de ce qu'il y a lieu de faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au sortir de cette salle, chacun doit faire son opinion personnelle. Ce n'est pas simplement se contenter de ce que j'aurais dit, de ce que X ou Y aurait dit, mais faire son opinion sur la base de la confrontation des idées. Personne n'a le monopole de la raison et personne n'a le monopole de la justesse en la matière. Chacun a son opinion. Le plus important étant que le Mali puisse profiter enfin des conditions créées par ce document, s'il est signé, et nous espérons qu'il le sera bientôt, et qu'on puisse l'appliquer afin que les destructions, l'insécurité soient résorbées, qu'il y ait des réformes profondes pour que les populations puissent, à travers leurs élus, s'épanouir sur la partie du territoire qui les concerne et que la nation puisse en bénéficier grandement. Donc voilà, dans les grandes lignes, de manière très rapide, ce sur quoi j'insiste et j'ai souhaité insister. Mais comme je vous l'ai dit, les débats nous permettront d'entrer dans certains détails, donner certains éclairages. Merci pour votre... Moussa Mara parle tout le temps de corruption, de lutte contre la corruption. Il a dit l'autre jour que les problèmes de la corruption est plus grave que les problèmes du Nord. J'adhère entièrement à son analyse. Mais ce que je ne comprends pas, en 1992, tout près, en 2012 tout près, quand Mamadou Namoudou Traoré était ministre de la fonction publique, un haut cadre de la fonction publique a donné la liste de 223 agents qui avaient été mal recrutés dans la fonction publique malienne, au détriment de ses relations personnelles. Il a pris les risques. Nous avons mis la pression maximale sur M. Ibrahima Tatamli, Premier ministre, pour que ces gens ne réintègrent pas la fonction publique après leur radiation par arrêté. Ils n'ont pas été réintégrés. M. Tatamli a dit à la télévision publique, devant Dieu et les hommes, que tant qu'il serait Premier ministre, ces gens-là n'iront pas dans la fonction publique. Et que même s'il fallait passer par une loi dite de validation législative, pour que l'arrêté devienne loi, ces gens n'iraient pas. Il a fait à peu près le même temps que M. Moussa Mara, aujourd'hui présent. Quand M. Moussa Mara est venu, nous avons mis la pression maximale sur Kasmir Sangara, votre chargé de communication, sur tous ceux qui sont dans votre entourage. J'ai mis la pression, nous avons mis la pression pour que ces gens ne soient pas réintégrés dans la fonction publique. Ils ont été réintégrés sous votre primature. Est-ce que le fait de réintégrer des gens qui ont été mal recrutés dans la fonction publique, ce n'est pas de la corruption? Est-ce que, à votre niveau, la corruption est en stade, en degré? Est-ce une petite corruption à votre entendement? Est-ce que vous comprenez par la suite? Tous ceux qui vous font la guerre par rapport à ça, leur raisonnement, vous êtes d'accord quand on vous critique par la suite, que nous avons fondamentalement raison, que nous ne pouvons pas adhérer à ça? Le fait que des gens soient mal recrutés et restent dans la fonction publique malienne? Merci. En 2011,
des responsables publics maliens ont fait recruter des centaines de jeunes dans l'administration dans des conditions frauduleuses. Ils ont été recrutés dans des conditions frauduleuses, illégales. Et avec la transition, le ministre Mamadou Namori a pris un arrêté pour annuler l'acte qui avait été pris par l'administration précédente. Donc, annuler cet acte. La décision de Mamadou Namori est une décision juste. C'est une décision juste. Courageuse, juste. Et ce qui s'est passé, ces personnes ont pris un avocat et ont attaqué la décision au tribunal. Le tribunal a annulé la décision du ministre Mamadou Namori. C'est passé de fil en aiguille jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême a donné raison aux personnes qui ont attaqué la décision du ministre. Donc la Cour suprême a confirmé l'annulation de la décision du ministre Mamadou Namori. La décision de la Cour suprême, comme vous devez tous le savoir dans notre pays, est une décision définitive. Ce qui s'est passé, c'est que l'État, entre-temps, a changé de tête. Le président est arrivé, le Premier ministre Oumar Tambli, le gouvernement. Et le Premier ministre a cru le devoir nécessaire de ne pas appliquer la décision de la Cour suprême. Il a donné des explications. Moi, je le dis ici, je partage la décision de ne pas faire intégrer des personnes de manière frauduleuse dans la fonction publique. C'est logique. Mais dans la même veine, en même temps, si aujourd'hui nous célébrons la démocratie, si nous parlons de république, si le tribunal qui est mis en place pour faire respecter les lois, si le tribunal décide quelque chose, en tant que responsable public, nous devons, même si nous ne sommes pas d'accord avec cette chose, nous devons l'appliquer. C'est ce qui nous a amenés à faire droit simplement à la décision de la Cour suprême. C'est ce qui s'est passé sur le dossier. Et quand la décision a été prise, Mamadou Namori était encore conseiller spécial de la primature. C'était mon conseiller spécial. On a eu des discussions longues, on a eu des discussions dures, mais il a fini par constater qu'on n'avait pas d'autre voie en termes de justice que de faire droit à la décision de la Cour suprême. Donc, on n'est pas d'accord avec quelque chose, parce qu'il est clair, même ceux qui ont combattu la décision du ministre Mamadou Namori, il est clair qu'ils ont été intégrés de manière frauduleuse. Mais avant eux, des dizaines, des centaines de milliers d'autres personnes ont été intégrées de manière frauduleuse. Donc c'est ce qui a fait simplement qu'on est arrivé à cette situation. C'est malheureux, mais la loi est dure, il faut la respecter, je pense. Je parle de la validation législative. Vous pouvez prendre les décrets, l'amener à l'Assemblée pour faire des décrets d'une loi. Là, les juges vont fermer, ils ne soufflent rien. C'est-à-dire, le principe de la séparation. croyez-moi, sincèrement, nous avons examiné toutes les voies possibles. On nous a même dit à un moment que quand une personne attaque cette décision de la Cour suprême, une partie autre à la situation que la Cour suprême va être amenée à se prononcer de nouveau sur le dossier. Nous avons saisi la Cour suprême. La Cour suprême, nous avons saisi la Cour constitutionnelle qui a indiqué qu'en ce moment ce serait un abus d'autorité. Et donc ça ne pouvait pas être faisable. Ce n'est pas une solution législative. On n'exclut pas les gens par la loi dans notre système. On exclut les gens par un arrêté de ministre. Ils sont intégrés par un arrêté de ministre, ils sont exclus par un arrêté de ministre. Ce n'est pas une loi qui exclut ou qui intègre quelqu'un dans la fonction publique. Donc soyez sûrs que nous avons essayé toutes les voies possibles. Malheureusement, il n'y avait pas d'autre recours possible à cette décision. Que comptez-vous faire pour cette jeunesse qui chôme aujourd'hui, qui pleure aujourd'hui? Ça, c'est ma première question. Beaucoup de projets existent. Mais est-ce que vous savez La jeunesse pleure.
que du fait de notre démographie qui est dynamique, du fait de notre système éducatif qui n'est pas forcément adapté au marché, nous avons en moyenne 90% des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché qui n'arrivent pas à trouver un emploi. 90%. Après, au fil des ans, certains arrivent à trouver de l'emploi, soit ils se reconvertissent, soit ils ont la chance, après quelques mois, quelques années, de trouver de l'emploi. Donc, nous avons, sur la question de l'emploi des jeunes, des efforts à faire, mais comme sur toutes les autres questions, éducation, santé, des efforts à faire déjà par rapport à la démographie, des efforts par rapport à l'éducation, des efforts par rapport à l'emploi et la formation professionnelle. Mais comme Cécile l'a dit plusieurs fois, il faut que nous élargissions les bases économiques de notre pays. Que le pays crée plus de richesses, c'est ce qui va garantir l'emploi massif des jeunes. Et que donc on investisse davantage dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans les services, comme c'est en train d'essayer d'être fait par les gouvernements successifs. Mais il faut savoir qu'en la matière, l'ampleur de la demande multiplie plusieurs fois l'offre. Donc c'est ce qui donne l'impression, et c'est ce qui fait d'ailleurs que la question du chômage des jeunes, la question de l'emploi des jeunes est une menace importante pour des pays comme les nôtres dans les années à venir. Ça, je suis absolument d'accord avec ça. En tant qu'acteur politique, vous étiez très fréquent à Kati après le coup d'État du capitaine Sangogo. Vous êtes le seul à faire partie du FDR, de la COPAM. Je pense que Mme Baladon dit que j'ai été le seul politicien à aller à Kati et que j'ai été membre du FDR, de la COPAM, de la CSM. Je m'inscris simplement en faux contre ça. Plusieurs politiciens sont allés à Kati. De nombreux politiciens. Et je n'ai été en aucune manière membre du FDR. Jamais. Et encore moins de COPAM. Jamais. Est-ce que l'avion d'Ibeka appartient au Mali? D'abord, ce n'est pas l'avion d'Ibeka. C'est l'avion de commandement de la République du Mali. Cet avion a été immatriculé au mois de février, donc par le nouveau gouvernement, a été immatriculé au Mali. Si vous suivez d'ailleurs l'avion, vous verrez que l'immatriculation qui est dessus maintenant, ce n'est plus P4, mais c'est TZ. TZ, c'est l'immatriculation du Mali. Quel est le résultat de votre visite à Kidal, malgré les conseils des spécialistes militaires? Ça me permet de répondre à d'autres questions par rapport à Kidal. Cette question de Kidal, il faut qu'on la ramène à sa proportion normale. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre, loin de là. Je ne suis pas un kamikaze non plus. Je suis allé à Kidal, comme je suis allé à Tombouctou, Gao, comme je suis allé à Sigasso, parce que je sache, Kidal fait partie du Mali. En tant que Premier ministre de la République du Mali. Je suis allé à Kidal simplement pour m'assurer que le gouvernorat, les préfets, les directeurs régionaux qui étaient là-bas, travaillaient au service des Kidalois qui sont des Maliens comme tous les Maliens, en fournissant les services qu'ils méritent. Je ne suis pas allé pour des raisons politiques, et encore moins pour des raisons en lien avec la crise. Nous sommes arrivés à Kidal, je ne suis jamais entré dans la ville de Kidal. On a contourné la ville de Kidal pour justement éviter toute confrontation, toute provocation ou toute autre action. Nous sommes allés au camp de l'armée malienne, nous sommes allés au gouvernorat, et quand nous étions en réunion avec ceux pour qui nous étions arrivés, nous avons été attaqués par les groupes armés. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que le Premier ministre de la République du Mali doit renoncer à aller quelque part en République du Mali? C'est ça la question. Non. Pour des raisons d'administration. Ça, c'est le premier volet de la visite à Kidal. La deuxième chose, j'ai eu à le dire à l'Assemblée nationale. Plusieurs personnes m'ont dit, oui, mais on vous a prévenu. On vous a dit de ne pas partir à Kidal. J'ai dit, on m'a dit de ne pas partir à Kidal, oui. Mais quel argument on m'a donné? On m'a dit, les femmes vont vous jeter des cailloux. Les jeunes vont vous insulter. J'ai dit, mais s'il s'agit de jeter des cailloux, de m'insulter, moi en commune 4, on m'a jeté des cailloux. Là où j'ai été maire, on m'a insulté là où j'ai été maire. Si des cailloux et des insultes doivent empêcher un responsable public de faire ce qu'il estime son devoir,
c'est qu'ils ne méritent pas d'être responsables de tout. Ça, c'est vrai. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, ni les Américains, ni les Français, et encore moins les forces armées maliennes ne m'ont parlé de menaces armées sur notre visite. Personne ne nous a jamais dit, y compris quand on était arrivé à Gao, à la dernière étape, on devait entrer dans l'hélicoptère pour aller à Kidal. Personne ne nous a jamais dit que si vous partez à Kidal, il risque d'y avoir une confrontation armée. Personne. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit partout. Je n'ai été démenti par personne. Je le redis encore ici. Personne ne nous a jamais dit, si vous allez à Kidal, les gens risquent de vous attaquer avec des armes. On nous a dit, on va vous jeter des cailloux. Les femmes sont prêtes, ils vont se mettre sur la piste d'atterrissage, ils vont vous insulter. C'est tout ce qu'on nous a dit. Donc, il n'y avait aucun élément à notre possession au moment où on arrivait à Kidal. Et encore une fois, je parle devant les médias que quelqu'un me contredise. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, c'est ce que je suis en train de dire. C'est sur cette base que nous sommes allés à Kidal et il s'est passé ce qui s'est passé. Ce n'est pas une visite de provocation, ce n'est pas une visite politique, c'est une visite simplement d'un chef d'administration venir s'assurer que son administration fonctionne. Parce que j'estime que Kidal est malien et j'estime jusqu'à preuve du contraire que les Kidalois sont des Maliens. Maintenant on me dit, Mara a déclaré la guerre. Il y a même un qui a dit, vous avez déclaré la guerre au moment où Ibeka était en train de chercher Mohamed Abdelaziz. Mais c'est faux. Au moment où j'indiquais que le Mali a été attaqué et que le Mali est en guerre, ça c'était le 17 mai. Mohamed Abdelaziz est arrivé après le 21 mai. Il est arrivé exactement le 23 mai. Et il est arrivé de son propre initiative. Il était en ce moment-là en Ouganda, il est venu directement à Bamako. Il a décidé d'intervenir quand il y a eu la confrontation armée du 21 mai. Le 17 mai, on ne parlait pas de Mohamed Abdelaziz. Le 17 mai, j'étais encore à Kidal. Et quand j'annonçais que le Mali a été attaqué et que le Mali est en guerre, il n'y avait pas de confrontation armée qui a entraîné ce que tout le monde a regretté le 21 mai et qui a entraîné ce qui s'est passé après. Est-ce que le Premier ministre a déclaré la guerre? Le Premier ministre d'abord n'a pas compétence à déclarer la guerre. Et la deuxième chose, le fait de dire que le Mali a été attaqué et donc que le Mali est en guerre, ce n'est pas une déclaration de guerre. Juridiquement, la déclaration de guerre, c'est quoi? Nous allons à l'Assemblée nationale et il y a une résolution de l'Assemblée nationale qui dit on déclare la guerre. Et on déclare la guerre vis-à-vis de puissances étrangères. Les problèmes de rébellion juridiquement sont considérés comme des problèmes de sécurité intérieure. Donc il ne peut pas y avoir de guerre déclarée juridiquement entre le Mali et les rebelles. Donc ça aussi, je pense qu'il faut qu'on sache proportion garder. Vous savez que dans cette affaire de Kidal, il y a une commission parlementaire. Il y a une commission parlementaire, mais j'ai dit ce que je viens de dire. Le Mali a été attaqué. Désormais, le Mali est en guerre, je l'ai dit. Mais ce n'est pas une déclaration, ça. Ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est ce qu'il faut comprendre. Le Mali est en guerre, il a été attaqué. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Il faut le comprendre comme tel. Il y a une commission parlementaire qui est en train de travailler sur cette question. N'oubliez pas. Et nous avons tous décidé de faire confiance à cette commission parlementaire. Moi, je suis passé devant cette commission parlementaire. Les ministres sont passés, tout le monde est passé devant cette commission parlementaire. J'espère qu'elle produira un rapport. Et en ce moment, vous aurez le rapport. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'avoir d'autres débats après que cette commission parlementaire ait produit son rapport. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Donc, sur cette question de Kidal, il faut distinguer l'objet de la visite et ce à quoi la visite a abouti, dans lequel la seule responsabilité incombe aux groupes armés. Ce sont les seuls responsables de cette situation. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas partis dans l'intention d'attaquer qui que ce soit. Nous ne sommes pas partis dans l'intention d'occuper Kidal, comme certains l'ont dit. Nous sommes partis dans l'intention d'aller faire une réunion et de partir. Et si ce n'était pas des conditions météo, nous allions quitter Kidal depuis 16 h ce jour-là. Il y a des témoins à cette situation. Ces témoins pourront parfaitement le dire. De manière générale, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question de Kidal. Le MNLA serait un outil pour permettre ou même justifier
la présence de la MINUSMA ou même de la France au Mali, est-ce qu'on n'aurait pas dû tout simplement négocier avec la France? Comme ça, le problème il est résolu, parce que la France se sert de son bébé MNLA, MNLA qui ne représente personne à part eux-mêmes. Pourquoi on ne négocie pas avec la France directement? Il faut savoir que le MNLA, et vous avez raison, en termes militaires, le MNLA pèse moins que d'autres groupes armés qui sont dans le même camp que le MNLA. Le MNLA n'est pas le seul camp, le seul acteur de ce qu'on appelle la coordination des mouvements de l'Azawad qui aujourd'hui n'a pas paraphé l'accord. Il est avec le HCUA qui militairement est beaucoup plus lourd que le MNLA et il est avec le MAA dissident qui est un groupement dissident de la communauté des mouvements arabes qui est aussi un acteur de la crise. Donc le MNLA n'est pas seul. Même si le MNLA est le plus célèbre, le plus connu, ce ne sont pas les seuls et encore moins, ce ne sont pas les plus forts militairement. Comprenez-le. Aujourd'hui, ces groupes armés, ils ont constitué une coordination. Et cette coordination a été acceptée par l'État malien depuis la transition comme étant un acteur de la crise. Depuis les accords d'Alger, ils sont signataires des accords d'Alger et des accords de Ouagadougou de juin 2013. Donc les discussions de juillet 2014 ont commencé sur cette base. Tous les acteurs qui ont signé les accords de Ouagadougou ont été qualifiés comme partie prenante de la crise et les discussions ont été faites avec eux. Aujourd'hui, si on veut mettre fin à cette rébellion, comme si on met fin à toutes les rébellions au monde, il faut forcément discuter. Il faut forcément négocier. Et je suis tout à fait d'accord avec certains d'entre vous. Derrière certains groupes, il y a évidemment des puissances. Et donc, comme il y a des puissances, et que les puissances par définition sont puissantes, il faut négocier. Il faut négocier. Pour terminer simplement, les accords d'Alger n'ont pas été signés, ni par l'État, ni par la plateforme. Ils ont été paraphés. C'est-à-dire, l'État a dit, tel qu'il est, nous sommes prêts à le signer. Les autres aussi ont dit, plateforme, tel qu'il est, nous sommes prêts à le signer. Nous avons des réserves, l'État malien a des réserves, mais nous sommes prêts à le signer. Les autres ont dit, tel qu'il est, nous ne sommes pas prêts à le signer. Pour telle ou telle raison. Et aujourd'hui encore, des discussions sont en cours à huis clos pour amener les uns et les autres en utilisant soit la carotte, soit le bâton, pour qu'ils puissent accepter de paraffer. Et nous avons bon espoir qu'ils accepteront de paraffer, comme ça a été le cas avec les accords de Ouagadougou en 2013, et que nous entrerons, Inch'Allah, dans l'application du document. Nous avons bon espoir, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir. Donc voilà ce que je voulais dire. J'ai une question qui n'a pas été répondue. Oui, l'accord de paix signé aura une importance de traité international pour le Mali. Et les traités internationaux sont toujours ratifiés par l'Assemblée nationale. Mais ça se fera après signature, comme tous les traités internationaux. Donc ça passera bien à l'Assemblée nationale pour que les députés puissent en connaître conformément à notre Parlement. Subakola, Nimiri de Lema, Teleba Bola.